Pour moi, il y a autant d'humains que de solutions d'habiter la Terre, et justement, c'est ça qui sera joli, c'est que chacun se mette côte à côte et vive différemment plutôt que tous pareils. Je crois que l'humanité est très fatiguée actuellement parce qu'elle vit très en dehors des éléments de la nature tout simplement, et la maison nous isole trop à mon sens de ces énergies-là. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et de maisons écologiques. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à bâtir la maison écologique de vos rêves. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'Evelyne Adam. Evelyne a développé un concept d'habitat écologique il y a maintenant 25 ans. Cet habitat, elle l'a baptisé Carter. Construite à la main avec des matériaux naturels comme le chanvre, le sable et la chaux, la Carter réinterroge notre approche de la construction, mais aussi notre façon d'habiter. Evelyne nous raconte comment lui est venue cette idée originale et pourquoi son projet n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis. Elle décrit aussi le rôle du jardin-jungle qu'elle développe autour des Carter, oasis de vie et lieux nourriciers. Evelyne partage avec beaucoup de douceur sa vision du monde, notre rapport à la nature et pourquoi il est urgent selon elle de se reconnecter à la Terre. J'ai trouvé cet échange particulièrement inspirant et plein d'optimisme. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Evelyne Adam. Bonjour Evelyne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Donc on va parler d'éco-construction bien sûr, parce que c'est le sujet, le thème du podcast. Mais on va aussi parler plus largement de la façon de faire ses choix par rapport à notre habitat, par rapport à notre lieu de vie, et aussi de notre relation à l'environnement proche et à la nature plus largement. Pour commencer, est-ce que tu peux simplement te présenter et nous dire où est-ce que tu vis aujourd'hui ? Donc, je m'appelle Evelyne Adam et j'habite en Carter depuis pas mal d'années parce que j'ai décidé de changer il y a 25 ans déjà. Et donc, j'ai commencé par une maison en chanvre et chaux avec un toit de chaume, et puis ensuite, j'ai découvert que je pouvais faire des maisons toute seule à partir du chanvre et de la chaux en forme d'igloo. Donc, c'est toute l'histoire de la Carter qui a commencé il y a 22 ans exactement. Et c'était toute une démarche de vie qui maintenant semble être celle de plein de gens, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a 25 ans, on parlait tout juste de développement durable, très très peu d'habitat écologique. Enfin, en tout cas, c'était assez marginal. Tu as évoqué du coup la Carter. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'est une Carter et puis nous dire comment t'es venue cette idée de maison et pourquoi est-ce que tu l'as développée, voilà, quel était un petit peu le cheminement. Alors, une Carter, c'est un habitat rond au sol et rond. Enfin, il faut penser à l'igloo, en fait, en forme d'igloo. On peut faire de toutes les tailles, on peut faire des grandes, des petites. On peut coller des dômes les uns aux autres. Donc, on peut faire une grande maison multidôme, c'est-à-dire chaque pièce doit être un dôme. L'idée, c'est de ne pas monter justement trop haut et de faire plein d'habitats intégrés dans la nature. Et j'ai commencé c'est quelqu'un qui m'a donné du chanvre en long, c'est-à-dire du chanvre sorti directement du champ. J'ai eu l'idée de le tremper dans la chaux. J'avais déjà, depuis des années, regardé un peu beaucoup de choses sur l'architecture, et j'avais compris que l'igloo était sûrement l'habitat le plus chaud dans le pays le plus froid. Et je me suis mis avec le chanvre, long, à tremper dans la chaux et à monter un petit igloo. Et je me suis vite rendu compte que c'était extrêmement facile de construire comme ça, sans armature, sans structure, que ça penchait et que ça tenait tout le temps. Et au fil du temps, j'ai découvert aussi que ça carbonatait, c'est-à-dire que ça devient de la pierre. Donc ça fait un habitat très simple à faire, très peu coûteux et très durable. Voilà. Donc tu évoquais un petit peu les matériaux, donc c'est à base de chaux, de chanvre, un petit peu d'eau, du sable peut-être. Et c'est tout. Et les seuls outils, c'est des gants en plastique et une bassine. Ouais, pour l'aspect corrosif de la chaux. Et du coup, ça veut dire aussi zéro déchet à la fin du chantier, ce qui n'est pas le cas de la plupart des habitats. Ça veut dire aussi simplicité de mise en œuvre, et ça veut dire aussi durabilité, parce que la chaux
est très très durable. Hein. Ça veut dire aussi respiration et chaleur, parce que le chanvre, c'est un isolant. Et du coup, c'est des habitats très chauds. Donc, tu parlais d'isolation, on peut peut-être développer un peu là-dessus. La forme de l'igloo, elle est super intéressante, d'abord pour un point de Mm. vue structurel. La Mm. voûte, ça fonctionne bien. Mais aussi, tu l'évoquais, pour l'aspect compacité. Il y a des surfaces déperditives qui sont limitées. Le Mm. chanvre en lui-même, il est aussi un peu isolant. Comment ça se passe en hiver par rapport au climat? Donc, vous êtes basé en Bretagne. En Bretagne. Est-ce qu'il faut quand même chauffer l'intérieur, évidemment, mais est-ce que c'est supportable? Comment ça se passe? C'est, on va dire, presque insupportable de chaud des fois. D'accord. J'exagère, mais voilà, c'est très très chaud. C'est extrêmement chaud avec très peu de feu. Donc, dans certaines, on a des cheminées. Dont la plupart maintenant ont des poêles. Et avec le poêle, là, dernièrement, il faisait plus frais. J'ai commencé à chauffer avec une bûche ou deux dans la journée. J'ai ma maison qui est chaude, quoi. Et très chaude. C'est pas, voilà. Donc, l'idée, c'est de vivre un nouveau confort. Souvent, on parle de reculer, de faire moins. Voilà, l'humain ne va pas faire ça parce que l'humain, il adore le confort, il adore évoluer, inventer. Et je pense que les propos de la Carter, c'est de vivre nouvellement et confortablement et chaudement et avec pas trop de travail. Voilà. D'accord. Et tu l'évoquais aussi, ce sont des murs qui sont respirants. La chaux, le Oui, chanvre, ça permet d'avoir des murs qui respirent et du coup d'évacuer l'humidité de la maison et qu'il n'y a il y a pas de risque c'est de ça. condensation comme on pourrait Non. s'imaginer dans un habitat de ce type avec un chauffage intérieur et puis des températures extérieures assez Mm, froides. mm. Ça se régule naturellement, j'ai envie de dire, avec la composition des murs, c'est ça? Bah voilà, la chaux, ça respire. J'ai rencontré un petit Lovaque il y a quelques années que j'ai été voir ces habitats bulles qui sont vraiment magnifiques. Ça a été fait dans les années 68. Mais c'est du ciment ou du béton plutôt. Et bon, c'est beaucoup moins chaleureux, beaucoup moins efficace. Et le chanvre, c'est la suite probablement des habitats ronds de cette époque, mais avec un matériau beaucoup plus propre et surtout avec le chanvre à l'intérieur qui n'est que des plantes. Et ça, c'est vraiment ça qui est intéressant parce que la Carter, c'est principalement des plantes, quoi. Il y a un peu de chaux, on en met le moins possible, c'est-à-dire qu'on essore les mèches de chanvre pour qu'il y ait le moins de chaux possible, quoi. D'accord. Voilà. Et en plus, c'est l'approvisionnement local pour ce qui est du chanvre. Le plus proche possible, en tout cas, oui. Là, il y a de plus en plus de producteurs, donc ça devient assez facile de trouver du chanvre à proximité. Et aussi, le chanvre n'a pas été transformé, c'est-à-dire que pour faire de la chènevotte ou tous les matériaux de chanvre d'aujourd'hui, c'est souvent des machines qu'ils ont eu bien du mal à inventer parce que c'est difficile à couper. Et l'idée, c'est de prendre le chanvre direct sorti du champ, donc il n'y a pas non plus de travail en aval de préparer le chanvre, alors qu'il y a juste à le couper et à le prendre tel que. Ça, c'est important aussi. Pour moi, l'idée des Carter, c'était de donner le moins de travail possible en aval. Et là, ça le fait pas mal, quoi. D'accord. Et c'est une construction qui est adaptée, on a parlé un peu de l'hiver, c'est adapté à tous les climats français en tout cas. En été, est-ce que c'est frais? Oui, l'été, c'est très frais. Là, on en a fait une à Roubaix avec des adolescents en plein dans la ville. Et il faisait 37 degrés dehors, on n'arrivait plus à travailler et tout le monde était à l'intérieur parce qu'il faisait vraiment très frais dedans, quoi. Et elle était en plein soleil et justement, plus elle est en plein soleil, plus elle est fraîche à l'intérieur. C'est comme les habitats en Afrique, en argile. Oui. Ça a les mêmes propriétés que l'habitat d'argile Ouais. au niveau thermique. D'accord, donc il y a une bonne inertie, ça permet de conserver la fraîcheur nocturne. Bah là, on l'a vraiment constaté sur Roubaix, il faisait tellement chaud dehors que dedans, c'était vraiment, c'était pas supportable, c'était frais, quoi. Voilà. D'accord. Et inversement pour l'hiver. D'accord, génial. Et ce qui est super aussi avec la Carter, c'est que bon, il faut peu de matériaux, il faut peu de matières premières, il faut assez peu de ressources également humaines. Qu'est-ce qu'il faut exactement comme outil et comme nombre de personnes pour construire une Carter? Est-ce qu'on peut la faire même tout seul? Alors, bien sûr qu'on peut la faire. La première, j'ai fait toute seule. J'ai des copines qui ont fait les leurs toutes seules après moi. On a été de nombreuses personnes à faire la Carter tout seul. En vérité, on n'est jamais tout seul complètement parce qu'il y a toujours plein de monde qui vient voir et qui met les mains à la pâte souvent. Mais on peut faire sa Carter toute seule ou tout seul
sans problème parce que c'est pas physique spécialement puisque c'est que des mèches. Voilà, il y a juste le temps de mélanger la chaux avec l'eau et le sable ou l'argile et on a juste ça comme chose physique et puis se mettant à genoux près de la bassine en faisant ça lentement, tranquillement. C'est plutôt une danse. Voilà, pendant un temps, on a mis des robes de mariée pour montrer qu'on pouvait danser la construction. On D'accord. s'est mis avec des super robes et on a fait un spectacle de danse-construction pour montrer que la construction peut être autre chose que de se faire mal au dos, de porter lourd, de toutes ces choses. Donc la construction Carter, c'est vraiment voilà, la souplesse, la lenteur, faire ça tranquillement. Et oui, sinon on peut le faire aussi. Nous, on fait ça en stage on fait des groupes avec des gens et c'est aussi très très beau de voir des gens assemblés, travailler ensemble, mais justement sans le bruit des machines, sans toute la maintenance qu'incombe des objets de machines de toutes sortes. Voilà, c'est juste, on mélange ensemble, on papote au-dessus du mélange, on discute en cassant les mèches de chanvre, ensuite on trempe ça, il y en a qui apportent des mèches à ceux qui sont en haut, etc. C'est une très très belle façon de partager. Voilà, plutôt que de parler, actuellement il y a beaucoup de gens qui parlent de ce qu'il faut faire. Ils ont raison, hein, mais je pense qu'agir ensemble, il n'y a pas tant que ça d'occasion. Et construire une cartère ensemble, c'est en fait à la fin des stages, les gens sont toujours très très contents d'avoir pu partager avec des gens de tous les âges, avec des hommes et des femmes, voire des très jeunes des fois, voire des dames beaucoup plus vieilles qui ensuite vont faire leur maison. C'est toute une aventure qui change l'idée de la construction au sens long, compliqué, coûteux, etc. Voilà. Ouais, c'est vrai que l'acte de bâtir aujourd'hui, on l'associe On reste avec cette idée de difficulté quand même. voilà, avec des efforts physiques importants, alors qui peuvent être remplacés par des Voilà, machines, mais si c'est le cas, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de nuisances, de la c'est poussière, ça. etc. Là, avec la Carter, il n'y a pas de poussière, il y a pas de Si, bruit. il y a la chaux, il y a la poussière de la chaux quand même. D'accord. Donc, au moment où on mélange, on a quand même la poussière de la chaux qui. Voilà, au moment où on mélange, souvent on met un masque à ce moment-là, mais une fois que c'est dans l'eau, il n'y a plus la poussière. Si on nettoie bien son chantier tous les soirs, il n'y a pas trop de poussière. Que au moment d'ouvrir le sac de chaux, quoi. C'est pas tellement. Et pendant le séchage, parce que du coup, il faut que le complexe sèche, en fait, vous montez la Carter, enfin les mèches de chanvre, autour d'un moule ou de quelque chose qui permet de faire la forme et la structure de la maison, c'est ça? Alors, pendant les stages 5 jours, on prend parfois des moules, mais même en 5 jours, on n'est pas obligé. Sinon, le mieux, c'est de faire sans moule parce que fabriquer un moule, ça prend du temps. Ça prend du bois, ça prend du métal, ça prend plein de choses. Donc nous, on préfère de construire sans moule. On a des moules pour accélérer le processus parfois, D'accord. quand on a du temps limité, mais voilà, on peut très bien, et on l'a fait plein de fois pendant les stages, on a fait des carters en 5 jours sans moule. Voilà, parce que ça sèche très vite en fait. Le matin, on peut monter, je sais pas, 15-20 cm, et l'après-midi, on peut remonter 15-20 cm D'accord. tous les jours, quoi. Et donc ça peut aller très vite. Et donc, on fait une Carter en 5 jours. Quand on fait une petite carter et qu'on est 20, à peu près entre 10 et 20. Ça D'accord. dépend de l'énergie de chacun. Voilà, entre 10 et 20 personnes en 5 jours, on peut faire une petite carter. Après, tout est relatif selon l'énergie, selon le lieu, selon plein de Oui, choses. bien sûr. Et ça fait généralement quelle surface ou est-ce qu'il y a une surface maximale qui est contrainte par le matériau? Je pense qu'il y a probablement pas beaucoup de limites parce que c'est quand même très léger puisque c'est beaucoup de plantes. On a fait la plus grande qui fait un peu plus de 5 mètres de diamètre, donc ça fait déjà un grand dôme. Je sens qu'on peut faire beaucoup plus. Nous, on n'a pas envie de faire grand, on préfère multiplier les dômes et les coller pour que chaque pièce soit moins grande, mais on pourrait très bien faire aussi assembler 3 dômes de 5 mètres avec des grandes arches qui feraient un très très grand dôme. Ouais. Il y a plein de solutions. On a une copine qui a fait aussi beaucoup d'arches une beaucoup plus grande, et elle a fait des arches à l'intérieur voilà. Je pense qu'on va évoluer. Il y a plein de gens qui vont chercher. Nous, on est en train de faire un centre de recherche, de préparer un centre de recherche pour des gens qui fassent des thèses sur tous les sujets autour de la carter et de l'impact bonifiant, etc. Ben justement, on peut faire la transition. Tu parles d'impact bonifiant dans le projet Carter, enfin dans la philosophie
que tu développes sur le site, il y a aussi une forte relation avec l'environnement proche, avec la nature, avec un jardin qui prend place autour des carters, ou même c'est les carters qui prennent place au milieu du jardin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce jardin, de son rôle et de comment il s'intègre dans le projet? Alors, j'ai appelé ça le jardin jungle. Donc moi, j'ai constitué un jardin jungle depuis 25 ans, tranquillement, au début, sans savoir ce que je faisais. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai ramené à manger aux humuseurs, c'est-à-dire ce qui nous manque sur cette planète, c'est les humuseurs. On les a retournés, on leur met des produits pour les tuer, etc. Donc il faut refaire venir les jardiniers de l'ombre, ce qu'on appelle parfois comme ça. Tous ces jardiniers qui ont besoin qu'on leur donne à manger, qu'on ne les retourne pas sous la terre. Donc j'ai fait ça pendant des années et je me suis aperçue que je pouvais avoir une attitude bonifiante, c'est-à-dire que parce que j'ai pris ces terrains où j'habite là, et qu'on est plein à le faire, on a des terrains qui sont complètement bonifiés par notre présence, c'est-à-dire que nous on dit amélioration du territoire par la présence de l'être humain, c'est-à-dire que j'imagine moi des milliards d'humains qui vont devenir bonifiants, alors cette planète va devenir une merveille et je suis sûre que c'est possible. C'est pour ça qu'on est en train de créer ce centre de recherche sur l'impact bonifiant. On est en train de chercher des financements, des droits politiques, des lois, etc. pour qu'on nous permette, et il y a de plus en plus de gens capables et qui ont vraiment envie de devenir bonifiants sur cette planète, mais pour l'instant, ils n'ont pas spécialement le droit d'habiter de cette manière. Il faut absolument qu'on développe ce concept et ce qui est plus qu'un concept, pour moi, c'est l'humain sur cette planète doit devenir bonifiant, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, et donc ici, c'est pour ça que beaucoup de gens viennent s'inspirer ou demandent plein d'interviews, ou toutes ces choses, parce que moi, j'ai commencé il y a 25 ans, comme ça, tranquillement, toute seule. Et à moi, toute seule, j'ai fait qu'il y a plein de fruits, que là, on a tellement de raisins que personne ne peut tout manger, ni les souris, ni les oiseaux, ni les humains. On a plein de poires, plein de pommes, plein de fruits, et surtout beaucoup d'humus, qui fait que tout ça pousse tout seul, sans traitement, sans verre dans les pommes, sans toutes ces choses dont on parle parfois, que des fois j'oublie que ça existe. Voilà, donc c'est vraiment l'impact, ce que j'ai appelé l'impact bonifiant. Donc le mot bonifiant n'existe pas, donc j'ai inventé ce mot parce que bonifier ça existe, mais être bonifiant ça n'existe pas parce que c'est pas encore arrivé peut-être, ou autrefois peut-être qu'on l'était. En tout cas, on est en train de perdre cette fonction et il faut qu'on la retrouve. Ouais, donc c'est dans l'idée de l'abondance et d'avoir une relation vertueuse avec son environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde de la construction ou dans la société en général, on a forcément un impact sur notre environnement, mais c'est souvent un impact qui est négatif. En tout cas, on le perçoit beaucoup comme ça. Là, l'idée, c'est de recréer, de réinsérer l'humain au centre de la nature comme un élément unique, mais aussi qui fait partie de l'écosystème et qui a son rôle et certains devoirs interrelationnels, quoi. Entrer dans la danse de la nature. On vient de faire un texte là pour les gens un peu plus officiels. On a écrit dans un petit coin que la nature cherche tout le temps à s'améliorer et il faut que l'humain se mette à chercher aussi à s'améliorer avec la nature. Et ça peut être vraiment intéressant. Et c'est pas qu'une idée ni un concept, c'est-à-dire que nous, on l'a fait. On est plusieurs à vivre bonifiant réellement et tous nos terrains sont bonifiés réellement et c'est de plus en plus visible. Là, il y a eu des photos de drones faites par au-dessus. C'est assez joli de voir le désert tout autour et puis cette espèce d'oasis incroyable. C'est sûr que les oiseaux s'y trompent pas quand ils voient ça du dessus, ils viennent chez nous, quoi. Ouais, ça donne envie en tout cas. Je mettrai les liens dans les descriptions de l'épisode pour les personnes qui écoutent pour venir vous voir. Puis même déjà visiter le site internet pour voir à quoi ça ressemble. Sur des aspects un peu techniques, comment ça se passe avec les réseaux? Je pense à l'électricité, à l'eau, que ce soit l'eau propre et puis les eaux usées, les évacuations. Est-ce que tout ça ça peut être connecté à un réseau? Comment ça se déroule? Alors, il y a deux... comment dire? J'ai toujours du mal à expliquer ça parce que moi j'ai une vie complètement autre, bonifiante, mais qu'on peut pas expliquer. C'est comme raconter une autre planète parce que voilà, j'ai pas de problème avec ma vaisselle parce que j'en fais très peu. J'ai pas, voilà, tous les gestes que je fais, c'est voilà, si je fais ma vaisselle, je vais arroser mon jardin avec parce que je la fais avec de la cendre. Si je fais lave mon linge, c'est aussi avec de la cendre. J'ai même pas besoin de phytoépuration.
etc. Par contre, ici, sur l'endroit qui est le bureau et la maison du début, on a une phytoépuration, on a un chauffe-eau à bois, on a voilà, une salle de bain, nouvelle version en forme de carter que tout le monde trouve vraiment jolie, etc. Donc il y a plusieurs étapes. Pour moi, il y a des paliers de décompression, on peut dire. Donc là où je suis en train de vous parler, là je suis dans le bureau, donc c'est le palier décompression avec phytoépuration, etc. Et il y a l'autre palier où on est plusieurs à vivre déjà complètement autre. Mais quand on entend ça et même si on l'explique, on croirait qu'on vit pingrement ou pauvrement, j'en sais rien. En fait, c'est assez difficile d'expliquer une nouvelle façon d'être. Voilà, j'ai assez de temps pour aller cueillir des orties, pour faire des pestos d'orties. Je ne sais pas comment l'expliquer pour que ça passe pas pour un truc ni barré, ni excessif, ni trop. Voilà. J'ai pas besoin de beaucoup de lumière parce que quand j'hiberne, quand c'est l'hiver, je me couche tôt, quand c'est l'été, je me couche pas beaucoup, voilà, etc. C'est une autre façon d'entrer vraiment avec. Je crois que voilà, il faut venir l'expérimenter voilà, c'est pour ça qu'on espère avoir des chercheurs qui vont vraiment ramener ça avec des dossiers, qui vont expliquer comment on peut faire tout ça, mais c'est plutôt venir le vivre qui. Pour dire, il y a des paliers de décompression et nous, on est allé assez loin dans un impact réellement bonifiant et une vie beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, mais pas du tout pingre et très luxueuse, mais c'est un nouveau luxe. Voilà, on va dire comme ça. Donc je vis dans un grand nouveau luxe et je me sens avoir une vie luxueuse réellement. Voilà. Oui, et ce qui est super, je le trouve, avec les carters, c'est que ça peut attirer des gens qui peuvent rentrer dans l'intérêt de cette construction via l'habitat écologique. Et après, en fait, ça pose plein de questions sur nos habitudes, sur nos usages, sur les déchets, sur la relation avec l'extérieur. Exactement. Et c'est assez introspectif, en fait. C'est un autre processus. Voilà, c'est comme rentrer dans une autre roue. Voilà, et on parle beaucoup de recyclage. Beaucoup de gens font du recyclage. Ils ont bien raison s'ils cyclent. Mais moi, je cycle pas. Comme ça, je recycle pas, etc. Et c'est tout un processus où on est en train de réfléchir. Voilà, on parle souvent de comment ça s'appelle. Voilà, on est entre deux, quoi. Il y a un mot pour ça, j'ai oublié le mot, la transition, voilà. Mais il est plus temps de la transition. La transition, ça veut dire transporter nos anciennes valeurs et essayer de les faire un peu plus propres. Ben non, c'est des nouvelles valeurs qu'il faut poser. Et à mon sens, c'est ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de poser de nouvelles bases de données quand tu as habité la Terre. Et alors justement, est-ce que tu aurais un conseil pour une personne qui s'intéresse au carter, mais qui voudrait aussi se lancer dans un projet de rénovation ou de construction d'une maison qu'on va qualifier d'écologique? Est-ce que tu aurais pour ces personnes-là un conseil à partager dans la façon d'aborder le projet, dans la façon d'identifier quel est l'habitat qui pourrait leur convenir, quoi? Alors, j'essaie justement de jamais donner de conseils parce que je crois que quand on a trouvé des choses, on a tendance parfois à vouloir que tout le monde fasse la même chose. Moi, je pense qu'on va cesser le phénomène des troupeaux et donc j'ai trouvé les carters, mais d'autres vont trouver d'autres choses. Et pour moi, il y a autant d'humains que de solutions d'habiter la Terre et justement, c'est ça qui sera joli, c'est que chacun se mette côte à côte et vive différemment plutôt que tous pareils. Et l'erreur actuelle, c'est qu'on est en train de vivre tous pareil avec la pub qui nous dit comment vivre, comment être heureux, etc. Donc on est arrivé justement à des phénomènes de tous pareils. Et donc je vais bien me garder de donner des conseils. Le seul conseil éventuel que je pourrais donner, c'est d'aller à la chasse aux habitudes. C'est pas un conseil, c'est une façon de faire que j'ai pris il y a 25 ans. Donc je suis allée à la chasse aux habitudes, c'est-à-dire pas pour les chasser, c'était pour les rechoisir, en disant que celle-là je la prends, celle-là je la prends pas, celle-là je la prends, etc. Et du coup, j'ai observé à quel point j'avais des habitudes qui m'ont été données par ma famille, par ma société, par la société. Et donc, on est pétri d'habitudes. Il suffit de les observer et se dire est-ce que je veux vraiment faire ça? Sur tous les sujets de nos vies, on peut faire ça. Voilà. Et s'il y a un vrai conseil, ce serait juste quoi que vous fassiez, si vous avez la paix, c'est bien, mais c'est pas assez. Moi, mon baromètre, c'est si j'ai la joie, je peux y aller. C'est la route qui est plus que certaine, parce que quand on est joyeux, c'est qu'on a trouvé, en tout cas, notre route et pas celle des autres, justement. Et j'ai entendu aussi que dans la façon d'aborder tes prises de décision, tes choix, tu te posais la question de savoir
Est-ce que la chose en question était bonne pour toi d'abord, bien sûr, mais est-ce qu'elle avait aussi un impact positif sur les autres ou sur ton environnement en général? C'est un peu dans cet esprit-là que tu avances. C'est ça, toujours pour moi et plus que moi, c'est ma phrase fétiche. C'est juste d'être toujours à essayer d'être à la fois, si c'est juste pour nous, alors on est content, et si en plus c'est juste pour jusqu'à la femme d'Afrique là-bas qui pourra donner à manger à son enfant, alors c'est la bonne route probablement. Peut-être qu'il faut qu'on pense, quand je dis pour moi et plus que moi, c'est-à-dire c'est prendre une sorte de rectitude de ici et maintenant, mais toujours en pensant beaucoup plus large parce qu'on est devenu planétaire et nos actions actuelles rebondissent sur tous les autres tout autour, et quand on comprend ça, on essaye d'acheter plus correctement, d'acheter plus logique. Enfin, dans tous les actes, après, ça devient beaucoup plus, ouais, j'aime pas ce mot responsable, mais plus en partenariat avec les autres, quoi. Ouais, super, tout à fait d'accord. Et je trouve que ça se matérialise bien dans le projet Carter et tout ce que tu développes autour, donc c'est top. Donc pour toutes les personnes qui auront très envie, je pense, de voir comment sont les Carter, donc vous êtes basé en Bretagne, dans le Finistère Sud. La structure Carter, elle organise plusieurs choses, des visites, des stages, des formations, que ce soit sur place, même en dehors du site, dans d'autres zones en France, chez des particuliers ou des collectivités, choses comme ça. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les activités que vous proposez? Alors, la première solution la plus simple pour visiter, c'est tous les premiers samedis du mois en été, en hiver, et tous les premiers et troisièmes samedis du mois en été, à 14 heures. Il faut être à 14 heures, c'est pas la peine de prévenir parce qu'il y a toujours plein de gens. Mais il faut être bien à l'heure parce qu'après, on part un peu visiter partout et on ne nous trouve plus. Ensuite, il y a les stages 5 jours qui vont être sur toute la France. Là, on est en train de l'élargir sur toute l'Europe, voire sur plus large encore. On est en train de voir sur le Canada ou plein d'endroits. On peut se faire des vacances créatives si on veut. Donc en 5 jours, on apprend la base. C'est le stage base 1. Ensuite, il y a le stage base 2 en 5 jours aussi qui apprend les enduits de finition, enfin tout ce qui est finition. On est en train de faire le stage base 3 qui est le côté artistique aussi, de créer voilà, tout ce qui est joli à l'intérieur, étagères, enfin tout ce qui est même meuble, mais toujours en carter. Je vais un peu vite pour expliquer, mais on est en train de créer tout ça. En tout cas, il y a 6 stages et il y aura le dernier qui sera possibilité de faire une thèse où on choisira un sujet, l'eau, la chaleur, comment faire la vaisselle, etc. Des vrais sujets pour aller plus loin dans l'impact bonifiant, et de faire que là, on est en train de chercher des fondations qui paieront des thèses à ceux qui voudront travailler avec nous pour vraiment faire leur thèse sur un sujet, pour qu'on aille tous ensemble encore plus loin sur cette façon bonifiante de vivre sur cette terre. Voilà, donc on est en train de créer l'académie, on cherche un mot, l'université, ou en tout cas de créer toute une structure qui va faire que les gens pourront suivre tous les stages de base, et ensuite ils pourront chercher avec nous pour aller plus loin ensemble et habiter une carter et prendre une carter en main et la bonifier par sa présence, et donc de mettre en pratique ce qu'on a compris. Voilà, il y a aussi le moyen de venir loger. Donc on loue les carters aussi D'accord. ici ou là quand on a le courage de recevoir les gens. Voilà. Et alors justement, ça ressemble à quoi la Carter de l'intérieur? Parce que donc c'est sous la forme d'un igloo, c'est rond, ça a plein Oui. d'intérêts, cette forme ronde, tu pourras nous les citer peut-être. Tu parles souvent des 4 éléments qui sont présents dans la Carter. Est-ce que tu peux essayer de nous faire une petite visite guidée d'une Carter telles qu'elles sont présentes sur le site? Donc pour moi, les carters, c'est de garder le contact avec la planète Terre. Donc pour moi, parce qu'il y a d'autres copines qui ont fait des planchers, etc., moi je garde direct le sol tel que, et je mets des tapis de chanvre très épais ou des tapis de fougère. Donc je garde le contact avec la planète Terre. C'est pour ça que j'ai l'énergie de faire tout ce que je fais. C'est parce que je dors en direct sur la planète Terre. Ça, on comprend ou pas, c'est aussi très nouveau comme concept, mais c'est vraiment, et c'est pas humide, et c'est pas toutes les questions qui se posent d'habitude, voilà. Donc je vis en direct avec la planète Terre. Ensuite, j'ai le Sky Dome qui me donne beaucoup de lumière, donc j'ai pas besoin de beaucoup d'électricité. On a l'électricité solaire ici et on branche des lampes, voilà, pour luire, pour tout ça. Ensuite, il y a souvent un poêle qui chauffe assez rarement, mais qui chauffe dès qu'il fait frais, et qui chauffe vraiment très fort la carter. Et puis il y a des étagères
Là, chez moi, j'ai fait des étagères à partir des mèches de chanvre. Alors, c'est des étagères souples, un peu différentes des étagères toutes droites, bien droites qu'on fait avec du bois. Et voilà, on peut aménager autant qu'on veut avec les tringles à rideaux. C'est des morceaux de bois qu'on attache avec des mèches de chanvre. Je pourrais raconter des tas de détails, mais l'idée, c'est vraiment de rester avec les éléments au plus proche et ça donne beaucoup d'énergie. Je crois que l'humanité est très fatiguée actuellement parce elle vit très en dehors des éléments de la nature tout simplement et la maison nous isole trop à mon sens de ces énergies-là. Voilà. La Carter nous reconnecte avec ça. Et il n'y a rien y a rien de carré du coup, tout est un peu rond, courbe, comme dans la nature finalement. Oui, oui, parce que j'ai essayé parfois de mettre des vieux meubles ou des trucs comme ça gêne quoi, c'est un peu trop carré. D'accord. Mais c'est possible aussi, si on fait une grande Carter, on peut mettre une armoire, pourquoi pas. On pourrait même l'intégrer dans les murs, ça pourrait être rigolo. Il y aura 1000 solutions pour aménager d'une façon ou d'une autre. Je pense que justement, chacun va inventer ça. C'est tellement malléable, c'est tellement de la pâte à modeler qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et on arrive vers la fin, j'ai quelques petites questions pour finir. Est-ce qu'il y a un outil qui peut être méconnu d'ailleurs, original, qui est particulièrement utile ou que tu voudrais partager pour les gens qui se lancent dans des projets de rénovation, etc. Un outil, c'est-à-dire un objet et l'outil Oui, un objet, un outil, ou quel est ton Alors le outil? galet. Voilà, par Il n'y exemple. a pas mieux que le galet plat. Donc chez nous, ici, on habite au bord de la mer, donc on trouve des galets plats. Et pour finir l'enduit final doit être très imperméable, donc ça c'est la chose qui a été le plus difficile un petit peu à apprendre, mais c'est pas si compliqué que ça, et le terminer au galet dans les coins, etc., ou sur les gouttières. Donc le galet est un outil très gratuit et très efficace. Sinon, il y a les gants en plastique pour pouvoir mélanger tout ça. Et je me suis rendu compte que autrefois on avait du chanvre, on avait de la chaux, mais on n'a pas inventé les carters, ça me semblait bizarre. C'est parce qu'on n'avait pas les gants en plastique pour tremper les mains dans la chaux. Oui, Et je crois que voilà, donc on peut, comme je disais l'autre jour, c'est merci au plastique pour ça. Et ensuite, il y a la spatule, c'est une langue de chat. C'est juste l'outil qu'on utilise pour serrer l'enduit final. C'est à peu près les trois outils simples et peu coûteux qu'on utilise. super. Autre question de fin. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu recommandes souvent ou des ressources en particulier que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent? Alors non, moi j'ai pas utilisé aucun livre puisque la Carter ça n'existait pas du tout. Nous, on est en train de faire un livre sur toute la technique Carter, il est prêt déjà et on veut aussi mettre toutes les belles photos, donc on a envie de faire un beau livre qui rassemblera à la fois l'esthétique, l'artistique et la technique. Donc on est en train de préparer ça, il sera prêt sûrement au printemps prochain Super. parce qu'on y a bien travaillé déjà là, mais maintenant il faut qu'on fasse toute une belle mise en page. Donc on va vendre ça, peut-être on fera une plateforme de financement parce que comme ce sera un beau livre avec plein de belles images, il va coûter un peu cher. Donc voilà. Et sur un sujet qui n'est pas forcément l'habitat, mais qui pourrait inspirer quand même des personnes dans les réflexions que toi tu as pu avoir ou dans ce qui a pu t'aider dans ton cheminement, est-ce qu'il y a, il y a un livre que tu voudrais partager? Mon livre principal que je lis tout le temps, même si ça fait peur aux gens, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont pas lues, qui ont été trop lues au premier degré, mais si on les lit vraiment avec son âme, il y a beaucoup de belles choses dedans. Donc je mentirais si je disais pas que c'est mon livre principal. D'accord. Et donc là, j'ose. Donc c'est mon livre de chevet. Mais j'essaye de lire à un autre degré qu'au premier degré. Et vraiment, voilà, ça m'a beaucoup inspiré toute ma vie. Et sinon, j'ai une phrase qui est un proverbe écossais que j'aime beaucoup. Je dis ça parfois pour conclure. Ce proverbe, il dit plein de petites gens dans plein de petits lieux, faisant plein de petites actions, changeront la face du monde. Voilà, c'est quelque chose qui m'a porté depuis 25 ans. Je savais que j'étais une petite gens qui, dans un tout petit lieu, qui peut-être a changé un petit bout de la face du monde parce que j'ai osé continuer mes micro-actions. Il faut vraiment croire à ces micro-gestes à chaque instant. Parce que, mis bout à bout, ça fait des grands gestes vraiment chouettes. Et puis c'est enthousiasmant chaque jour de se dire, ah oui, mais
j'ai fait un tout petit peu chaque jour. Voilà. Ben, merci beaucoup, c'était justement la question suivante sur ta Voilà. citation favorite ou ton mantra, donc c'est parfait, tu m'as devancé. Merci, je mettrai bien sûr dans les notes de l'épisode les liens vers le site de Carter. Si on veut te contacter, est-ce qu'il y a une ressource particulière pour te contacter ou est-ce que c'est via le site? Voilà, sur le site, il y a notre mail, c'est info.carter@gmail.com. Et maintenant, c'est Hélène qu'on a embauchée pour répondre parce qu'il y a tellement de gens donc, il y a beaucoup de gens qui ont envie maintenant de sauter le pas. Et c'est vraiment beau de voir le nombre de gens qui vont essayer de vivre nouvellement. Ça va être vraiment un mouvement qui est très, très enthousiasmant. Voilà, pendant 25 ans, j'ai crié pas toute seule à la plage. Et là, maintenant, il y a tellement de monde que c'est... Voilà. Donc, ils peuvent écrire sur carter.org. Voilà. Parfait, je mettrai tout ça. J'invite toutes les personnes qui écoutent à vraiment aller voir le site pour voir à quoi ressemble les Carter, regarder un petit peu les images, lire les contenus également, parce que c'est vraiment intéressant. Ça permet aussi de faire un peu une pause dans le monde un peu qui va à 100 à l'heure aujourd'hui. Et il y a plein de choses à en tirer, même si on ne veut pas construire une Carter pour soi-même. Il y a plein de choses qu'on peut adapter pour son propre façon d'habiter. Donc c'est super intéressant. En tout cas, merci beaucoup Evelyne pour ton partage, ton optimisme communicatif et puis ce grand projet que tu as lancé. J'espère que ça fait déjà beaucoup de petits. À mon avis, ça va avancer encore plus ces prochains mois. Et puis, j'attends avec impatience la sortie du livre alors pour voir toutes ces belles images. Et puis, à la prochaine occasion, j'essaierai de passer aussi, bien sûr, en Bretagne pour voir in situ toutes ces Carter, parce que c'est vraiment chouette. Bienvenue, et puis merci aussi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les ressources dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets sur le blog du podcast, à l'adresse lacaserobinson.fr. Si le contenu vous a plu, partagez l'épisode autour de vous et mettez un avis 5 étoiles si possible sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure façon de m'aider pour faire connaître le podcast et trouver de nouveaux invités. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Case Robinson.